Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. Préface. La rédaction de ce livre a été possible grâce à la persévérance de nombreux chercheurs qui, comme moi, n'ont pas hésité à oser rendre public le fruit de leurs recherches et synthèses, malgré la controverse et le scepticisme que celle-ci suscite. D'ailleurs, les chercheurs savent qu'en général, ils seront critiqués, ainsi que leurs publications, et ils se préparent à vivre avec cette adversité. Ils sont motivés par leur désir de favoriser l'évolution de l'humain et par ceux qui acceptent leur découverte. Parmi les chercheurs, le premier que je tiens à remercier est le psychiatre autrichien Sigmund Freud. Pour sa découverte monumentale de l'inconscient et pour avoir osé affirmer que le physique pouvait avoir un lien avec les dimensions émotionnelles et mentales de l'être humain. Mes remerciements s'adressent ensuite à un de ses élèves, Wilhelm Reich, qui à mon avis a été le grand précurseur de la métaphysique. Il fut le premier à vraiment établir le lien entre la psychologie et la physiologie en prouvant que les névroses affectaient non seulement le mental mais aussi le corps physique. Par la suite, les psychiatres John Pierrakos et Alexandre Lowen, tous deux élèves de Wilhelm Reich, ont créé la bioénergie qui a prouvé l'importante implication des émotions et de la pensée dans la volonté de guérir le corps physique. C'est surtout grâce aux travaux de John Pierrakos et de sa compagne Eva Brooks que j'ai pu réaliser la synthèse que tu découvriras dans ce livre. Depuis un stage très intéressant fait en 1992 avec Barry Walker, un élève de John Pierrakos, j'ai observé et cherché avec assiduité pour en arriver à la synthèse des 5 blessures et les masques qui les accompagnent. D'ailleurs, tout ce qui est décrit dans ce livre a fait l'objet de maintes vérifications depuis 1992 par l'entremise des milliers de personnes qui ont suivi mes ateliers et par des expériences tirées de ma vie personnelle. Il n'y a aucune preuve scientifique à ce qui est avancé dans ce livre, mais je t'invite à vérifier ma synthèse avant de la rejeter et surtout à l'expérimenter pour savoir si elle peut t'aider à améliorer ta qualité de vie. Comme tu as pu le constater, je continue à te tutoyer dans cet ouvrage, tout comme je l'ai fait dans mes autres écrits. Si tu lis un de mes livres pour la première fois et que tu n'es pas familier avec l'enseignement d'écoute ton corps, il se peut que certaines expressions te laissent perplexe. Je fais par exemple une nette distinction entre sentiment et émotion, intellectuance et intelligence, maîtriser et contrôler. Le sens que je donne à ces mots est bien expliqué dans mes livres et dans les ateliers. Tout ce qui est écrit s'adresse autant à l'agent féminine que masculine. Quand ce n'est pas le cas, je le précise. Je continue également à utiliser le mot Dieu. Je rappelle que lorsque je parle de Dieu, je fais référence à ton moi supérieur, ton être véritable. Ce que moi, qui connais tes vrais besoins pour vivre dans l'amour, le bonheur, l'harmonie, la paix, la santé, l'abondance et la joie. Je te souhaite d'avoir autant de plaisir à te découvrir dans les chapitres qui suivent que j'en ai eu à partager mes découvertes. Avec amour, Lise Bourbeau. Chapitre 1. La création des blessures et des masques. Lorsqu'un enfant naît, il sait au plus profond de lui que la raison pour laquelle il s'incarne, c'est d'être lui-même, tout en vivant de multiples expériences. Son âme a d'ailleurs choisi la famille et l'environnement dans lesquels il naît avec un but très précis. Nous avons tous la même mission en venant sur cette planète, celle de vivre des expériences
jusqu'à ce que nous arrivions à les accepter et à nous aimer à travers elles. Tant qu'une expérience est vécue dans la non-acceptation, c'est-à-dire dans le jugement, dans la culpabilité, la peur, le regret ou toute autre forme de non-acceptation, l'humain s'attire sans cesse les circonstances et les personnes qui lui font revivre cette expérience. Certains, non seulement expérimentent le même type d'événement plusieurs fois au cours d'une vie, mais doivent se réincarner une ou plusieurs fois afin d'arriver à l'accepter complètement. Accepter une expérience ne veut pas dire que celle-ci représente notre préférence ou que nous soyons d'accord avec elle. Il s'agit plutôt de nous donner le droit d'expérimenter et d'apprendre à travers ce que nous vivons. Nous devons surtout apprendre à reconnaître ce qui est bénéfique pour nous et ce qui ne l'est pas. Le seul moyen pour y arriver est de devenir conscient des conséquences de l'expérience. Tout ce que nous décidons ou non, ce que nous faisons ou pas, ce que nous disons ou non, et même ce que nous pensons et ressentons entraîne des conséquences. L'être humain veut vivre de façon de plus en plus intelligente. Lorsqu'il se rend compte qu'une expérience provoque des conséquences nuisibles, au lieu de se reprocher quelque chose ou d'en vouloir à quelqu'un d'autre, il doit tout simplement apprendre à accepter de l'avoir choisie, même inconsciemment, pour réaliser qu'elle n'était pas intelligente pour lui. Il s'en souviendra pour plus tard. C'est ainsi qu'on vit une expérience dans l'acceptation. Par contre, je te rappelle que même si tu te dis « je ne veux plus vivre cela », ça recommence. Tu dois te donner le droit de répéter plusieurs fois la même erreur ou l'expérience désagréable avant d'arriver à avoir la volonté et le courage nécessaires pour te transformer. Pourquoi nous comprenons-nous pas du premier coup? À cause de notre ego entretenu par nos croyances. Nous avons tous de nombreuses croyances qui nous empêchent d'être ce que nous voulons être. Plus ces façons de penser ou croyances nous font mal, plus nous essayons de les occulter. Nous parvenons même à croire qu'elles ne nous appartiennent plus. Arriver à les régler exige donc que nous nous incarnions à plusieurs reprises. C'est seulement lorsque notre corps, mental, émotionnel et physique seront à l'écoute de notre Dieu intérieur que notre âme sera totalement heureuse. Tout ce qui est vécu dans la non-acceptation s'accumule au niveau de l'âme. Celle-ci, étant immortelle, revient sans cesse sous différentes formes humaines avec le bagage accumulé dans sa mémoire d'âme. Avant de naître, nous décidons de ce que nous voulons venir régler durant cette prochaine incarnation. Cette décision et tout ce que nous avons accumulé dans le passé ne sont pas enregistrés dans notre mémoire consciente, c'est-à-dire celle qui relève de l'intellect. Ce n'est qu'au fil de la vie que nous devenons graduellement conscients de notre plan de vie et de ce que nous voulons régler. Quand je fais allusion à quelque chose de non réglé, je fais toujours référence à une expérience vécue dans la non-acceptation de soi. Il y a différence entre accepter une expérience et s'accepter soi-même. Prenons l'exemple d'une jeune fille qui a été rejetée par son père car celui-ci désirait un garçon. Dans un tel cas, accepter l'expérience consiste à donner le droit à son père d'avoir désiré un garçon et d'avoir rejeté sa fille. L'acceptation de soi consiste pour cette jeune fille à se donner le droit d'en avoir voulu à son père et de se pardonner de lui en avoir voulu. Il ne doit subsister aucun jugement envers son père et elle-même, seulement de la compassion et de la compréhension pour la partie qui souffre en chacun d'eux. Elle saura que cette expérience est complètement réglée lorsqu'elle se permettra de faire ou dire quelque chose qui pourrait faire vivre du rejet à quelqu'un d'autre.
ce qui n'est pas son intention, mais le résultat pourrait être le même si l'autre personne vit la blessure de rejet. Il existe une autre façon pour elle de savoir que ce genre de situation a vraiment été réglé et vécu dans l'acceptation. La personne qu'elle aura rejetée ne lui en voudra pas. Elle saura que ça arrive à tous les humains de rejeter une autre personne à certains moments de leur vie. Ne te laisse pas jouer de tours par l'ego qui essaie souvent par tous les moyens de nous faire croire que nous avons réglé une situation. Il arrive fréquemment que nous nous disions « Oui, je comprends que l'autre ait agi ainsi » pour ne pas avoir à se regarder et à se pardonner. Notre ego tente ainsi de trouver une façon furtive pour mettre de côté les situations désagréables. Il arrive qu'on accepte une situation ou une personne sans pour autant s'être pardonné ou s'être donné le droit de lui en avoir voulu ou de lui en vouloir encore. Cela s'appelle accepter seulement l'expérience. Je le répète, il est important de faire la différence entre accepter l'expérience et l'acceptation de soi. Cette acceptation est difficile à faire, car notre ego ne veut pas admettre que toutes les expériences difficiles que nous vivons ont pour seul but de nous montrer que nous agissons de la même façon avec autrui. As-tu déjà constaté que lorsque tu accuses quelqu'un de quelque chose, cette même personne t'accuse de la même chose? Voilà pourquoi il est si important d'apprendre à se connaître et à s'accepter le plus possible. C'est ce qui nous assure de vivre de moins en moins de situations souffrantes. Il n'en tient qu'à toi de décider de te prendre en main pour devenir maître de ta vie plutôt que de laisser ton ego la contrôler. Faire face à tout cela demande cependant beaucoup de courage parce qu'on touche inévitablement à de vieilles blessures qui peuvent faire très mal, surtout si nous les traînons depuis plusieurs vies. Plus tu souffres à travers une situation ou avec une personne spécifique, plus le problème vient de loin. Pour t'aider, tu peux compter sur ton Dieu intérieur qui est omniscient, il connaît tout, omniprésent, il est partout, et omnipotent, il est tout-puissant. Cette puissance est toujours présente à l'œuvre en toi. Elle agit de sorte à te guider vers les personnes et les situations qui te sentent nécessaires pour grandir et évoluer selon le plan de vie choisi avant ta naissance. Avant même de naître, ton Dieu intérieur attire ton âme vers l'environnement et la famille dont tu auras besoin pour ta prochaine vie. Cette attirance magnétique et ses objectifs sont déterminés d'une part parce que tu n'as pas encore réussi à vivre dans l'amour et l'acceptation dans tes vies précédentes et d'autre part parce que tes futurs parents ont à régler à travers un enfant comme toi. Voilà ce qui explique que les enfants et les parents ont en général les mêmes blessures à régler. En naissant, tu n'es plus conscient de tout ce passé, car tu te concentres surtout sur les besoins de ton âme qui veut que tu acceptes avec tes acquis, tes défauts, tes forces, tes faiblesses, tes désirs, ta personnalité, etc. Nous avons tous ce besoin. Cependant, peu après notre naissance, nous nous apercevons que lorsque nous osons être nous-mêmes, cela dérange le monde des adultes ou celui de nos proches. Nous en déduisons qu'être naturel n'est pas bien, n'est pas correct. Cette découverte est douloureuse et provoque, surtout chez l'enfant, des crises de colère. Celles-ci deviennent tellement fréquentes que nous venons à croire qu'elles sont normales. On les appelle les crises d'enfance ou les crises d'adolescence. Elles sont peut-être devenues normales pour les humains, mais elles ne sont certainement pas naturelles. Un enfant qui agit naturellement, qui est équilibré et qui a le droit d'être lui-même, ne fait pas ce genre de crise. Malheureusement, ce genre d'enfant n'existe presque pas. J'ai plutôt observé que la majorité des enfants passent par les 4 étapes suivantes. Après avoir connu la joie d'être lui-même, première étape de son existence, il connaît la douleur de ne pas avoir le droit d'agir ainsi, qui est la 2e étape. Vient ensuite la période de crise et la révolte, la 3e étape.
Afin de réduire la douleur, l'enfant se résigne et finit par se créer une nouvelle personnalité pour devenir ce que les autres veulent qu'il soit. Certaines personnes demeurent enlisées à la troisième étape durant toute leur vie, c'est-à-dire qu'elles sont continuellement en réaction, en colère ou en situation de crise. C'est durant la troisième et la quatrième étape que nous créons plusieurs masques, nouvelles personnalités, qui servent à nous protéger contre la souffrance vécue lors de la deuxième étape. Ces masques sont au nombre de 5 et correspondent à 5 grandes blessures de base vécues par l'humain. Mes nombreuses années d'observation m'ont permis de constater que toutes les souffrances de l'humain peuvent être condensées en 5 blessures. Les voici par ordre chronologique, c'est-à-dire dans l'ordre où chacune d'elles apparaît dans le cours d'une vie. Rejet, abandon, humiliation, trahison, injustice. En les disposant autrement, l'acrostiche trahi est formé, ce qui favorise la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. Cet acrostiche permet de mettre en lumière le fait que chaque fois que nous croyons subir ou que nous pensons faire vivre une de ces blessures, tout notre être se sent trahi. Nous ne sommes pas fidèles à notre Dieu intérieur, aux besoins de notre être, puisque nous laissons notre ego avec ses croyances et ses peurs diriger notre vie. La mise en place des masques est la conséquence de vouloir cacher à nous-mêmes ou aux autres ce que nous n'avons pas encore voulu régler. Ces cachotteries sont une forme de trahison. Quels sont ces masques? Les voici, accompagnés des blessures qu'ils essaient de masquer. La blessure de rejet correspond au masque du fuyant. La blessure de l'abandon correspond au masque du dépendant. La blessure d'humiliation correspond au masque du masochiste. La blessure de la trahison correspond au masque du contrôlant. La blessure de l'injustice correspond au masque du rigide. Ces blessures et ces masques seront expliqués en détail dans les chapitres suivants. L'importance du masque est créée en fonction du degré de la blessure. Un masque représente un type de personne avec un caractère qui lui est propre, car de nombreuses croyances sont développées et elles influenceront l'attitude intérieure et le comportement de la personne. Plus la blessure est importante, plus tu en souffriras souvent, ce qui t'obligera à porter ton masque plus souvent. Nous portons un masque seulement lorsque nous voulons nous protéger. Par exemple, dans le cas où une personne l'injustice suite à un événement ou quand elle se juge d'être injuste ou quand elle a peur de se faire juger comme étant injuste. Elle porte son masque de rigide, c'est-à-dire elle adopte le comportement d'une personne rigide. Voici une image pour mieux illustrer la façon dont la blessure et le masque correspondant sont liés. La blessure intérieure peut être comparée à une blessure physique que tu as sur la main depuis longtemps, que tu ignores et que tu as négligé de soigner. Tu as plutôt préféré porter un gant pour ne pas l'avoir. Ce gant équivaut au masque. Tu as cru qu'ainsi tu pourrais prétendre ne pas être blessé. Crois-tu vraiment que c'est la solution? Bien sûr que non. Nous le savons tous, mais l'ego, lui, ne le sait pas. C'est une des façons qu'il a de nous jouer des tours. Revenons à cet exemple de blessure à la main. Disons que cette lésion te fait très mal chaque fois que quelqu'un te touche la main, même si elle est protégée par ton gant. Lorsque quelqu'un te prend la main par amour et que tu cries « Ouh, tu me fais mal !» Tu peux imaginer la surprise de l'autre. A-t-il vraiment voulu te faire mal? Non, car si tu souffres, lorsque quelqu'un te touche la main, c'est bien parce que tu as décidé de ne pas t'occuper de ta blessure. L'autre n'est pas responsable de ton mal. C'est ainsi pour toutes les blessures.
Nombreuses sont les occasions où nous nous croyons rejetés, abandonnés, trahis, humiliés ou traités de façon injuste. En réalité, chaque fois que nous nous sentons blessés, c'est notre ego qui aime croire que quelqu'un d'autre est à blâmer. On cherche donc à trouver un coupable. Parfois, nous décidons que nous sommes ce coupable, quand en réalité, ce n'est pas plus vrai que lorsque nous accusons quelqu'un d'autre. Tu sais, dans la vie, il n'y a pas de personnes coupables, seulement de personnes souffrantes. Je sais maintenant que plus on accuse soi ou les autres, et plus la même expérience se répète. L'accusation ne sert qu'à rendre l'humain malheureux. Tandis que lorsque nous regardons avec compassion la partie de l'humain qui souffre, les événements, les situations et les personnes commencent à se transformer. Les masques que nous créons pour nous protéger sont visibles dans la morphologie d'une personne, donc dans son apparence extérieure. On me demande souvent s'il est possible de détecter les blessures chez les jeunes enfants. Personnellement, je m'amuse à observer mes 7 petits enfants qui ont au moment d'écrire ces lignes entre 7 mois et 9 ans. Chez la plupart d'entre eux, je peux déjà commencer à voir les blessures dans leur apparence physique. Les blessures plus facilement visibles à cet âge en indiquent une plus importante. Par contre, j'ai pu observer chez 2 de mes 3 enfants que leur corps d'adulte indique des blessures différentes que celles que je voyais lorsqu'ils étaient enfants et adolescents. Le corps est tellement intelligent qu'il trouve toujours un moyen de nous laisser savoir ce que nous avons à régler. En réalité, c'est notre Dieu intérieur qui l'utilise pour nous parler. Dans les prochains chapitres, tu découvriras comment reconnaître tes masques et ceux des autres. Dans le dernier chapitre, je parle des nouveaux comportements à adopter pour arriver à guérir ces blessures négligées jusqu'à maintenant. Et ainsi, arrêter de souffrir. La transformation des masques qui cachent ces blessures s'effectue ainsi naturellement. De plus, il est important de ne pas s'attacher aux mots utilisés pour exprimer les blessures ou les masques. Quelqu'un peut être rejeté et souffrir d'injustice. Un autre peut être trahi et vivre cela comme un rejet. Un autre peut être abandonné et se sentir humilié, etc. Quand tu auras lu la description de chaque blessure et leurs caractéristiques, ce sera plus clair pour toi. Les 5 caractères décrits dans ce livre peuvent ressembler à ceux décrits par d'autres études de caractère. Chaque étude est différente et celle-ci n'a pas pour intention d'abolir ou de vouloir remplacer les autres faites dans le passé. Une de ces théories faites par le psychologue Gérard Heymans, il y a près de 100 ans est d'ailleurs encore populaire aujourd'hui. On y retrouve les 8 types caractérologiques suivants: le passionné, le colérique, le nerveux, le sentimental, le sanguin, le flegmatique, l'apathique et l'amorphe. Lorsqu'il utilise le mot passionné pour décrire un type de personne, cela n'empêche pas les autres types de vivre l'expérience de la passion dans leur vie. Chaque mot utilisé pour décrire les types est nécessaire pour définir le caractère dominant d'une personne. Je répète donc que tu ne dois pas t'accrocher au sens littéral des mots. Il est possible, en lisant la description du comportement et de l'attitude du masque de chaque blessure, que tu te reconnaisses dans chacune d'elles. Par contre, il est très rare qu'une personne ait les 5 blessures. Voilà pourquoi il est important de bien retenir la description du corps physique, car celui-ci reflète fidèlement ce qui se passe à l'intérieur de soi. Il est beaucoup plus difficile de se reconnaître par les plans émotionnels et mentaux. Souviens-toi que notre ego ne veut pas qu'on découvre toutes nos croyances, puisque c'est avec ces croyances que nous le nourrissons et qu'il survit. J'expliquerai pas l'ego davantage dans ce livre, car j'en parle en détail dans mes livres Écoute ton corps, ton plus grand ami sur la terre, et Écoute ton corps encore. Il est possible que tu réagisses et que tu éprouves certaines résistances en prenant conscience que les personnes souffrant de telles blessures sont en réaction à tels parents. Avant d'arriver à cette conclusion, j'ai d'abord vérifié auprès de milliers de personnes si tel était bien le cas et la réponse est affirmative. Je répète ici,
ce que je dis dans chaque atelier que je donne. Le parent avec qui on avait l'impression de mieux s'entendre étant adolescent est celui avec qui on a le plus de choses à régler. Il est tout à fait normal d'éprouver des difficultés à accepter qu'on en veuille aux parents qu'on aime le plus. La première réaction à cette constatation est en général le reniement, puis ensuite la colère, et par la suite, on est prêt à faire face à la réalité. C'est le début de la guérison. La description du comportement et des attitudes reliées aux différentes blessures peut te sembler négative. En reconnaissant une de tes blessures, il se pourrait donc que tu sois en réaction à la description du masque que tu t'es créé pour éviter de souffrir. Cette résistance est très normale et humaine. Donne-toi le temps. Souviens-toi que tout comme les personnes qui t'entourent, lorsque c'est ton masque qui te fait agir, tu n'es pas toi-même. N'est-il pas rassurant de savoir que lorsqu'un comportement te dérange ou te déplaît chez les autres, cela indique que ces personnes viennent de mettre leur masque pour éviter de souffrir? En gardant cela à l'esprit, tu seras plus tolérant et il te sera plus facile de les regarder avec amour. Prenons l'exemple d'un adolescent qui a le comportement d'un dur. Lorsque tu découvres qu'il se comporte ainsi pour cacher sa vulnérabilité et sa peur, ta relation est différente, car tu sais qu'il n'est ni dur ni dangereux. Tu gardes ton calme et tu peux même remarquer ses qualités plutôt que d'en avoir peur et de ne voir que les défauts. Il est encourageant de savoir que même si tu nais avec des blessures à régler, qui sont régulièrement réveillées par ta réaction aux gens et aux circonstances qui t'entourent, les masques que tu as créés pour te protéger ne sont pas permanents. En mettant en pratique les méthodes de guérison suggérées dans le dernier chapitre, tu verras tes masques diminuer graduellement et par conséquent, ton attitude se transformera et possiblement ton corps aussi. Cela peut toutefois prendre plusieurs années avant de constater les résultats dans le corps physique, car celui-ci se transforme toujours plus lentement à cause de la matière tangible dont il est constitué. Nos corps plus subtils, l'émotionnel et le mental, prennent moins de temps à se transformer suite à une décision prise en profondeur et avec amour. Par exemple, il est très facile de désirer dans l'émotionnel et de s'imaginer dans le mental en train de visiter un autre pays. La décision de faire ce voyage peut se prendre en quelques minutes. Par contre, avant d'avoir tout planifié, organisé, économisé l'argent nécessaire, etc., la concrétisation de ce projet dans le monde physique sera plus longue. Un bon moyen pour vérifier tes transformations physiques consiste à te photographier chaque année. Veille à prendre de gros plans de toutes les parties de ton corps afin de bien voir les détails. Il est vrai que certaines personnes changent plus rapidement que d'autres, tout comme certaines personnes pourraient arriver à concrétiser leur voyage plus vite que les autres. L'important est de toujours continuer à travailler sur ta transformation intérieure, car c'est ce qui fera de toi un être plus heureux dans la vie. Durant la lecture des 5 prochains chapitres, je te suggère de noter tout ce qui semble te correspondre et ensuite de relire le ou les chapitres qui décrivent le mieux ton attitude et surtout ton apparence physique.